Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Pas d'image ni de déclaration publique. La visite de l'émissaire américaine Morgan Ortagus se déroule dans la plus grande discrétion. Ortagus aurait présenté au président de la Chambre, Nabih Berri, deux options de dialogue possibles avec Israël. La première, des négociations directes jugées très sensibles à Beyrouth. La seconde, un cadre de négociation indirecte via la commission du mécanisme de coordination issue de la résolution 1701 qui pourrait être élargie à des représentants civils, une piste que certains observateurs voient comme un compromis diplomatique réaliste. Ortagus a aussi évoqué les informations circulant sur un possible trafic d'armes entre la Syrie et le Liban, tout en précisant que Washington n'avait pas encore vérifié ces allégations et ne reprenait pas la version israélienne. L'émissaire américaine s'est ensuite rendu au palais de Baabda pour un second entretien au caractère aussi strictement confidentiel. Également à Baabda, le directeur du renseignement égyptien, le général Hassan Rachad, qui selon des sources diplomatiques aurait mis en garde contre tout engrenage militaire et appelé les autorités libanaises à retirer les prétextes à une offensive israélienne. Cette visite survient quelques jours seulement après la rencontre du général Rachad avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Tel Aviv, une séquence révélatrice d'un rôle de médiation que le Caire entend poursuivre entre Israël, le Liban et le Hamas. Autant de missions diplomatiques pour éviter une détérioration du front sud et préserver la stabilité du pays. Les autorités syriennes ont annoncé avoir saisi 11 millions de comprimés de Captagoud en provenance du Liban, l'une des plus importantes saisies de drogue. Et dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur syrien a indiqué que la brigade antidrogue avait saisi une voiture venant du territoire libanais transportant environ 11 millions de comprimés de Captagoud dans la province de Homs. Depuis la chute d'Assad, des nouvelles autorités islamistes ont signalé de nombreuses saisies importantes de Captagoud à travers le pays. Le pouvoir syrien accuse le Hezbollah de se livrer également au trafic à travers la frontière entre les deux pays, extrêmement poreuse. Au Soudan, cette fois, l'horreur s'intensifie au Darfour. Les forces alliées de l'armée accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide d'avoir exécuté plus de 2000 civils dans la ville d'El Fasher, tombée ce week-end entre leurs mains. Des organisations internationales alertent sur un risque de nettoyage ethnique, alors que de nouvelles images satellites confirment l'ampleur des massacres. Des corps jonchent désormais les rues, des civils fuient par milliers. À El Fasher, la capitale du Darfour Nord, plus de 2000 personnes auraient été exécutées ces dernières 48 heures selon les forces alliées de l'armée soudanaise. Dans un communiqué publié sur leur page officielle, ces forces accusent les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, d'avoir mené des exécutions ciblées contre des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les FSR, issus des anciennes milices arabes Janjaweed, contrôlent désormais la ville après des mois de siège sanglant. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dénonce un risque croissant d'atrocités à caractère ethnique. Son bureau évoque des exécutions sommaires documentées par plusieurs observateurs indépendants. Des milliers de civils fuient vers le camp de déplacés de Zamzam, situé plus au sud, partiellement transformé en base paramilitaire. Et selon l'ONU et les Nations Unies, plus de 26 000 personnes ont quitté la ville depuis dimanche. Sur le plan diplomatique, le conseiller émirati Anwar Gargash appelle à une solution politique et à une transition civile excluant à la fois l'armée et les FSR. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, a reconnu la défaite de ses troupes, mais promet vengeance et victoire. Après 18 mois de guerre, le Soudan s'enfonce dans la violence la plus extrême. Le Darfour redevient le théâtre d'atrocités massives, tandis que la communauté internationale peine toujours à imposer un cessez-le-feu ou à acheminer l'aide humanitaire dans ce qui est déjà, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde.
À Tokyo, Donald Trump s'est déclaré conquis par la première ministre japonaise Sanae Takaichi, première femme à diriger le Japon. Les deux dirigeants ont promis d'ouvrir un nouvel âge d'or dans la relation nippo-américaine, à la fois économique et militaire. Cette rencontre très chaleureuse intervient avant le sommet décisif entre Trump et le président chinois Xi Jinping, prévu jeudi en Corée du Sud. Accueilli en grande pompe à Tokyo, Donald Trump a retrouvé un allié de longue date du Japon, la première ministre Sanae Takaichi, proche de son ancien ami Shinzo Abe, assassiné en 2022. En poste depuis à peine une semaine, la chef du gouvernement japonais a réussi sa première grande épreuve diplomatique. Elle a promis un nouvel âge d'or de la relation entre Washington et Tokyo, alors que la région fait face à la montée en puissance de la Chine et aux tensions commerciales entre les deux puissances. Donald Trump s'est voulu rassurant. Sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons là. Les États-Unis sont l'allié le plus solide du Japon. Les deux pays ont signé un accord cadre sur les terres rares et les minerais critiques afin de sécuriser leur approvisionnement stratégique à l'heure où Pékin restreint ses exportations dans ce secteur clé. Sur le plan militaire, la première ministre Takaichi a profité d'une visite à bord du porte-avions USS George Washington pour annoncer que le Japon allait renforcer fondamentalement ses capacités de défense face à un environnement sécuritaire grave et sans précédent. Pour sceller cette amitié, Donald Trump a reçu plusieurs cadeaux symboliques. Un club de golf ayant appartenu à Shinzo Abe, une balle plaquée or et un sac signé par un champion japonais. Les discussions ont également abordé le commerce automobile, secteur crucial pour le Japon. Washington a réduit les droits de douane à 15%, mais Tokyo espère encore davantage. Reste aussi à clarifier la nature des 550 milliards de dollars d'investissements japonais promis aux États-Unis. Un tête-à-tête réussi pour la première ministre japonaise qui affiche une entente sans faille avec Washington. Reste à voir si cette lune de miel diplomatique résistera aux négociations commerciales et aux tensions régionales, alors que Donald Trump doit maintenant poursuivre sa tournée asiatique en Corée du Sud avant sa rencontre très attendue avec le président chinois Xi Jinping. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance un nouvel appel à l'aide européenne. Il estime que Kiev aura besoin du soutien financier de l'Union européenne pendant encore 2 à 3 ans pour continuer à résister à l'invasion russe. Une déclaration faite alors que Bruxelles envisage d'utiliser une partie des avoirs russes gelés pour financer l'effort de guerre et la reconstruction du pays. À Kiev, Volodymyr Zelensky s'adresse une nouvelle fois à ses partenaires européens. Face à une guerre qui s'enlise, il prévient l'Ukraine aura besoin d'un soutien stable sur 2 à 3 années supplémentaires. À Bruxelles, les dirigeants européens cherchent justement comment assurer ce soutien à long terme. L'une des pistes, l'utilisation progressive des avoirs russes gelés, estimés à près de 210 milliards d'euros pour financer l'aide à l'Ukraine. Une proposition qui divise encore les 27. Pour Zelensky, ce soutien doit être garanti au-delà du champ de bataille et il prévient, on ne sait pas si Poutine relancera une agression après la fin de cette guerre. Et sur le terrain, les combats se poursuivent dans l'est du pays. L'armée russe concentre ses efforts sur la région de Donetsk, notamment autour de la ville de Pokrovsk où se déroulent des affrontements intenses. Selon Zelensky, environ 200 soldats russes seraient actuellement retranchés dans la cité. Le président ukrainien espère aussi un appui diplomatique venu d'ailleurs. Il compte sur Donald Trump, actuellement en tournée en Asie, pour convaincre le président chinois Xi Jinping de réduire le soutien économique de la Chine à Moscou, notamment ses importations d'hydrocarbures russes. Alors que la guerre entre dans sa 3e année, l'Ukraine se bat sur 2 fronts, militaires face à la Russie et financiers auprès de ses alliés européens. Un équilibre fragile alors que les lignes de front bougent peu, mais que la facture économique, elle, ne cesse de s'alourdir. Et à présent, voici un zeste de culture. Elles ont fait vibrer le monde arabe de leur voix et de leur audace. Le musée Sursock à Beyrouth accueille l'exposition Divas, un hommage aux grandes chanteuses et actrices arabes de Kulthum à Dalida, qui ont redéfini l'image et la place des femmes dans la culture du XXe siècle. Elle s'appelait Kulthum, Férouz, Warda, Asmahan ou Dalida.
les femmes dont la voix a traversé les frontières et les époques. Le musée Sirso à Beyrouth leur rend hommage à travers l'exposition Divas en partenariat avec l'Institut du monde arabe. De la scène du Caire aux écrans de Damas, Divas retrace un demi-siècle d'histoire culturelle et féminine. De 1920 à 1970, une époque où la voix des femmes arabes s'élevait bien au-delà des chansons. Elle devenait instrument d'émancipation de la liberté. Kulthum, l'astre de l'Orient, trônait au sommet. Sa voix grave et majestueuse portait les mots des poètes et l'espoir des peuples. Fayrouz, elle, incarne le souffle du Liban. Même durant la guerre, elle n'a jamais cessé de chanter, offrant à Beyrouth un refuge sonore, une forme de résistance poétique. Warda, née à Paris, entre Algérie et Liban, mêle passion et engagement. Ses chansons, d'après Indépendance, vibrent d'un patriotisme rare, d'une fierté retrouvée. Asmahan, destin brisé, légende fragile. Sa carrière fulgurante s'interrompt dans le mystère, laissant derrière elle une voix suspendue entre Orient et Occident. Et puis Dalida, entre Égypte et France, referme la boucle. Polyglotte, cosmopolite, elle incarne la modernité, mais aussi l'arrachement. L'exposition ne fiche pas ces femmes en icônes. Elle raconte leurs doutes, leurs combats, leurs solitudes. Dans chaque salle, des voix, des rires, des images, des lettres intimes. Un espace vivant, vibrant, plus proche du souffle que du souvenir. Au-delà de la nostalgie, Divas interroge la place des femmes dans la culture arabe, leur conquête d'une liberté artistique et sociale, souvent fragile, mais inoubliable. À Beyrouth, cette exposition résonne comme un hommage à l'audace et à la lumière, celle qui, depuis un siècle, continue d'éclairer la scène du monde arabe. Et enfin, sous les voûtes du musée Sursock, l'harmonie s'est faite hommage. L'université La Sagesse a célébré ses 150 ans par un concert symphonique exceptionnel, placé sous la direction du maestro Lubnan Baalbaki. Cordes, vents et cuivres ont uni leurs voix pour faire résonner un siècle et demi d'histoire, de savoir et de culture. Une célébration musicale qui a transformé le patrimoine en scène vivante, où passé et avenir se sont rejoints dans un même souffle. À travers chaque note, c'est l'esprit de la sagesse qui s'est exprimé, celui d'une institution académique profondément ancrée dans la tradition, mais tournée vers demain. Un moment d'unité et d'émotion. Un concert qui, au-delà de la musique, célèbre 150 ans d'engagement, de transmission et de lumière. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.